Salam alaikum, chers étudiants. Donc, suite à ce que nous avons vu jusqu'à présent, nous entamons un deuxième chapitre qui sera consacré à l'impôt sur les sociétés. Il sera question de voir ici trois axes. Premier axe, c'est le champ d'application. Deuxième axe aura pour objectif de déterminer la base d'imposition. Et le dernier axe se consacrera à la liquidation de l'impôt. Alors, l'impôt sur les sociétés est un impôt qui a été instauré au Maroc en 1986. C'est analogue à ce qui a été observé pour la TVA. C'est un impôt qui est venu en remplacement de l'impôt sur les bénéfices professionnels et qui aura comme objectif ou bien comme finalité de moderniser en quelque sorte l'imposition des entreprises au sein du royaume. Son champ d'application est divers, divers. Donc, on parle ici, dans un premier temps, de l'ensemble des sociétés, peu importe leur forme ou bien leur objet. Ce qui veut dire que toutes les entreprises, peu importe leur forme juridique, qu'elles soient des sociétés de personnes ou bien des sociétés de capitaux ou bien des sociétés hybrides, donc ils sont soumises à l'IS. Ça, c'est en principe, mais il y aura des exclusions ou bien des exceptions. Mais ce qu'il faut retenir ici également, c'est qu'une entreprise qui ne sera pas soumise par texte de loi à l'IS, ça veut dire les entreprises de personnes en général, savoir les sociétés en nom collectif ou bien les sociétés en commandite simple ou bien les sociétés en participation. Donc, ils sont exclus. Mais ils peuvent opter pour l'impôt sur les sociétés. Et c'est une option qui est irrévocable. Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière. L'idée générale ici, défendue ici, c'est que normalement, les sociétés, on doit distinguer entre les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes. Les sociétés de personnes ne sont pas soumises à l'IS, elles sont soumises à l'IR. En revanche, les sociétés de capitaux sont soumises obligatoirement à l'IS. Troisième idée qu'il faudra retenir, c'est que les sociétés de personnes, malgré le fait qu'elles ne sont pas soumises à l'IS, ils peuvent former l'option, bien opter pour l'IS. Ils peuvent formaliser l'option à l'IS. Ça veut dire témoigner leur volonté de se soumettre à l'IS. Et cette soumission, cette option à l'IS, elle est irrévocable. Ça veut dire qu'elles ne peuvent plus faire marche arrière. Deuxième institution qui seront soumises, ou bien deuxième personne qui sont imposables, assujetties à l'IS, ce sont les établissements publics et les autres personnes morales qui auront un caractère lucratif. Ça veut dire les sociétés appartenant à l'État et qui exercent une activité à but lucratif, alors elles seront soumises également à l'IS. Les associations, les organismes légalement assimilés, donc les associations sont normalement exonérées de l'IS à condition de respecter certaines conditions, certaines exigences. Donc, s'ils ne sont pas respectés, donc ils seront soumises à l'IS. Les fonds créés par voie législative, donc on parle ici des fonds tels que FPR ou bien FOGALEF. Les centres de coordination d'une société non résidente, donc là on parle soit d'une coordination sous forme d'une filiale ou bien sous forme d'une succursale. Donc la différence, elle est claire. Donc la filiale, ça veut dire toute société dans laquelle une autre société possède plus de la moitié. Ou bien une succursale, ça veut dire un établissement de la société mère qui n'est pas juridiquement distinct de celle-ci. Comme deuxième titre, on pourra parler éventuellement des personnes passibles de l'impôt sur la société sur option irrévocable. Ça veut dire irrévocable, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus renoncer à cette option. Donc, vous êtes normalement, tel que la société en collectif, commandite simple ou bien la société en participation, elles sont normalement assujetties à l'IR, mais s'ils optent volontairement à l'IS, alors leur option à l'IS est
irrévocable. Ils ne peuvent plus renoncer à cette option. Les personnes qui sont exclues du champ d'application, donc on parle ici des sociétés non collectives, sociétés en commandite simple, et des personnes physiques, les sociétés en participation, sous réserve bien sûr de l'option. Ça veut dire s'ils n'ont pas fait l'option. Également, les sociétés de fait, ne comprenant que des personnes physiques, les sociétés à objet immobilier, juste ici à titre indicatif, les sociétés de fait, les sociétés en participation donc se ressemblent beaucoup, dans la mesure où ils n'ont pas d'immatriculation, ils ne sont pas connus des tiers. Le fait, c'est juste ce qui n'avait pas l'intention de se créer en association par rapport à la société en participation. Il y a eu la volonté réelle et sérieuse de se joindre ou bien de créer une société afin de tirer quelques avantages de l'activité commerciale bien industrielle. La société de fait, il n'y a pas eu un réel, bien, c'était pas prémédité. C'est une société qui se caractérise par le fait que sa création n'a pas été le fruit d'un intérêt, eh bien d'une intention préétablie. Puis la société à objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont le capital est divisé en parts sociales ou actions normatives. Et puis, en dernier lieu, ce sont les groupements d'intérêt économique, les GIE. Maintenant, on va parler des produits qui sont soumis à l'impôt retenu à la source. Donc, quand on parle des sociétés, on parle de produits et de charges. Donc là, on va parler de certains produits. Ça veut dire, et quand on parle de produits, ce ne sont pas des articles. On parle de produits au sens de la comptabilité générale. Ça veut dire les bénéfices d'une entreprise. Donc, il y a quelques bénéfices qui font partie des produits de l'entreprise et qui vont être soumis à une retenue à la source. Ça veut dire que l'entreprise va les recevoir net et non pas va les recevoir à leur valeur nette et non pas à leur valeur brute. Ça veut dire qu'ils ont été déjà ponctionnés par la taxe ou bien par l'impôt à un moment donné, avant de les recevoir. Donc, premier exemple ici, ce sont les produits des actions. Donc, les actions, qu'est-ce qu'on va recevoir sur les actions? On va recevoir ce qu'on appelle des dividendes. Ça veut dire quoi une action? Déjà, une action, c'est une part dans une société de capitaux. Alors, les associés dans une société anonyme, par exemple, chaque associé possède un ensemble d'actions. Et à la fin de chaque exercice comptable, il va recevoir ce qu'on appelle des dividendes. Ça veut dire un bénéfice sur chaque action. Par exemple, chaque action va vous donner, par exemple, 100 dirhams. Mais le fait est quoi? C'est qu'avant de recevoir les 100 dirhams, vous allez subir une retenue à la source de 15% qui sera libératoire. Normalement, ici, on parle d'une société qui est associée dans une autre société. Là, on parle de l'IS, on parle de produits de société. Donc, une société peut être associée dans une autre société. La société A qui possède des actions dans la société B. Et sur les dividendes qui vont être reçus après répartition du bénéfice de la société B, là, l'entreprise va subir ce qu'on appelle une retenue à la source. Donc, je vous donne un exemple pour un petit peu simplifier la lecture.
Nous avons deux sociétés, la société A qui possède dans la société B. Donc, on va dire qu'il possède, par exemple, 100 actions. OK. Deuxième information, la société B donne un guide de dividende $100 par action. Alors, normalement, la société A doit recevoir 100 façons donc c'est 100 dirhams par 100 actions. 100 dirhams fois 100 actions comme dividende brut. Mais l'entreprise, mais la société A va seulement recevoir combien? On a 100 dirhams par action comme dividende, donc il subira une retenue à la source. Donc, on va recevoir après la déduction donc la société A va seulement recevoir après la déduction de la retenue à la source combien? C'est 100 dirhams moins 15%, moins 15 fois 100. Donc, c'est la retenue à la source. Retenue la retenue à la source est égale à 100 dirhams moins 15%. Donc, c'est 100 fois 15%. Donc, la retenue à la source, c'est égal à 15 dirhams par action. Ce qui veut dire que dividende c'est égal à 100 moins 15, c'est égal à 85 dirhams par action. Et là,
on en conclut que la société A va recevoir en totalité $85 fois son action. OK. Donc, ici, la retenue à la source de 15%, c'est une retenue à la source qui est quoi? Qui est libératoire. C'est une retenue à la source libératoire. En revanche, ça veut dire, lorsque je dis libératoire, ça veut dire que l'entreprise n'est pas obligée d'inclure dans la déclaration de ses produits, à savoir les produits financiers, en l'occurrence les produits financiers, parce que les produits des actions, ce sont des produits financiers, mais les dividendes, ce sont des produits financiers. Donc, elle n'est pas obligée de déclarer ses dividendes qu'elle a reçus sur ses parts dans des sociétés de capitaux. Pourquoi? Parce que ces parts-là ont subi une taxation, bien une imposition, et qui est libératoire. En revanche, lorsqu'on parle des produits de placement à revenu fixe, ça veut dire les produits sur des obligations. Donc, lorsqu'on parle d'un revenu fixe, ça veut dire, quand on parle de dividende, un dividende, il varie. Cette année, vous avez, parce que un dividende, c'est quoi? C'est une part du bénéfice. Et le bénéfice, il est fluctuant, il est dynamique. Parfois, il est important, parfois, il est faible. Mais par contre, lorsqu'on parle des revenus des obligations, donc ils sont à revenu fixe. Ça veut dire que vous avez un revenu annuel qui sera quasiment identique. Donc, si je vous dis, par exemple, que pour chaque obligation, une obligation vous donne annuellement, par exemple, 5 000 dirhams. Alors, c'est 5 000 dirhams chaque année, pendant 5 ans, pendant 6 ans, pendant 4 ans, pendant 3 ans. Donc, ça dépend de la durée. Mais le montant, bien le revenu, il est fixe. La durée, elle est fluctuante, mais le revenu, il est fixe. Et pour les placements à revenu fixe, on les impose à 20%, mais c'est 20% non libératoire. C'est une autre forme pour dire que la fiscalité encourage en quelque sorte les gens qui prennent des risques. Les gens qui essayent de s'enregistrer dans une dynamique un petit peu plus stable seront moins avantagés par rapport à des gens qui prennent des risques dans leur investissement. Et là, c'est palpable à travers déjà le taux d'imposition qui est plus élevé pour les placements en revenus fixes par rapport aux actions. Donc, si je prends un autre exemple ici, je donne un exemple d'une société A. C'était un. Il y a des obligations qui lui ont rapporté par exemple 10 000 dirhams. Donc également ici, c'est un 10 000 dirhams. Ça, c'est une valeur nette. Pourquoi c'est une valeur nette? Parce que elle a déjà subi une retenue à la source. Donc 10 000 dirhams net. 10 000 dirhams, c'est une valeur nette. Alors, en fiscalement parlant, on sait que 10 000 dirhams a déjà subi une retenue à la source de 20%.
OK? Ce qui veut dire, pour avoir la valeur nette, le net, c'est égal à quoi? C'est la valeur brute moins la retenue à la source. Et la retenue à la source, c'est égal à quoi? Brut. La retenue à la source, c'est le brut fois 20%. Alors, le net, ça va être égal le brut fois 1 moins 20%. Ça veut dire le net, c'est égal le brut multiplié par 0,8 ou bien multiplié par 80%. OK? L'idée, c'est quoi? C'est que les 20% ici, ils ne sont pas libératoires. Ce qui veut dire que fiscalement, qu'est-ce qu'on exige? On exige de déclarer parmi les produits financiers le revenu des obligations ou bien des placements à revenus fixes à leur valeur brute. Alors, au lieu de l'entreprise jusqu'à présent, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a déclaré au sein de ces produits le revenu des obligations à leur valeur nette. Ça veut dire qu'elle a déduit la retenue à la source. Elle a été retranchée. Fiscalement, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, voilà, donc qu'est-ce que vous allez faire? Puisque cette retenue à la source, elle n'est pas libératoire, vous allez la réinjecter. Donc, au lieu de déclarer seulement 10 000, vous devez déclarer 10 000 plus la retenue à la source. On va la réintégrer. Pourquoi? Pour recalculer, pour dégager une autre, pour en quelque sorte recalculer le résultat comptable. Et parce que en matière de fiscalité, concernant l'impôt sur les sociétés, qu'est-ce qu'on fait? Notre objectif est de faire des corrections fiscales sur le résultat comptable. Donc, on passe du résultat comptable au résultat fiscal après avoir effectué quelques corrections. Et parmi les corrections, on parle de cette réintégration de cette retenue à la source qui concerne les revenus des obligations, ou bien des placements à revenus fixes. Alors, qu'est-ce qu'on déclare? Qu'est-ce qu'on déclare? On déclare le revenu des obligations à leur valeur brute. Donc, qu'est-ce qu'on doit... Donc, quelle est la valeur brute? Alors, la valeur brute, c'est égal à quoi? C'est égal net divisé par 0,8. OK? Le net divisé par 0,8. Donc, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le brut qu'on va réinjecter, mais on va seulement réinjecter quoi? La retenue à la source. Mais pour avoir la retenue à la source, on a besoin déjà du brut. Donc, on doit calculer le brut pour calculer la retenue à la source. Donc, on peut la calculer, la retenue à la source est égale à quoi? Soit, comme ça a été précisé ici, c'est 20 brut fois 20%. Soit c'est soit c'est le brut moins le net. C'est la même chose. OK. Donc, une fois on a calculé la retenue à la source, qu'est-ce qu'on va faire? On va la réintégrer au sein des produits. En d'autres termes, c'est comme si on vous dit, voilà, donc vous allez faire en sorte, là, vous allez déclarer les revenus de vos obligations comme si vous n'avez pas payé d'impôt, comme si vous n'avez pas suivi de retenue à la source. Et vous allez être imposé suivant le régime
ou bien suivant le barème de l'impôt sur les sociétés. Ce qui veut dire que vous allez être taxé ou bien imposé 2 fois pour, les obligations, pour les revenus des obligations. Vous allez dire que c'est injuste. Oui, c'est injuste. Une imposition à double reprise, c'est injuste. C'est pour ça que cette retenue à la source qui a été réinjectée va être considérée comme étant un crédit. Un crédit d'impôt. C'est un crédit d'impôt. Ça veut dire quoi? Un crédit d'impôt. Donc, on vous a dit, vous allez réinjecter cette retenue à la source. C'est comme si vous ne l'avez pas déjà subi, c'est comme si vous ne l'avez pas payé. Et qu'est-ce que vous allez faire? Donc, on va recalculer dans un deuxième temps, on va calculer dans un deuxième temps l'impôt sur les sociétés. Et après avoir calculé l'impôt sur les sociétés, on va déduire, on va retrancher cette retenue à la source de l'impôt qui est calculé. Donc, on verra des exemples plus loin sur la chose, comment est-ce qu'on va établir la chose. OK. Maintenant, on passe à la territorialité. Bien sûr, comme on l'a vu déjà pour la TVA, la question de territorialité est importante. Donc, les sociétés qu'elles aient un siège au Maroc sont imposables à raison de l'ensemble des produits et bénéfices et revenus. Donc, se rapportant aux biens qu'elles possèdent au sein du territoire national, à l'activité qu'elles exercent, ou bien aux opérations lucratives qu'elles réalisent au Maroc, même à titre occasionnel. Et également dont le droit d'imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière de revenus au Maroc et en vertu des conventions collectives, bien des conventions bilatérales entre pays.